Merci d'être venus, pas très nombreux, pas assez nombreux, à cette session consacrée à, d'une part, une vision hétérodoxe, institutionnaliste de l'économie du développement, et d'autre part, à un de nos collègues absolument merveilleux qui a eu la très mauvaise idée de mourir en août dernier. Donc, je vais commencer par vous parler de Salama, Pierre Salama, de son œuvre et des grandes lignes de ce qu'il a fait. Pour ceux d'entre vous, s'il y a des étudiants qui s'intéressent au développement ou à l'Amérique latine, je sais qu'il y en a un devant moi, il y a quand même des leçons extrêmement originales et intéressantes à tirer des travaux de Pierre Salama. Je passerai ensuite la parole à Philippe Aghion, professeur au Collège de France, qui va parler de Pierre. Ensuite à Vladimir Andreev, professeur émérite à l'Université Paris 1. Et ensuite, à Vladimir Andreev, et ensuite à Pascal Petit, professeur émérite à l'Université Paris 13, où Pierre était professeur. Après avoir été professeur, comme nous tous, on se promène dans une carrière à droite et à gauche. Alors, une chose importante qui aura de l'importance dans ce que je vais dire après de Pierre Salama, c'est qu'il était né à Alexandrie. Et d'Alexandrie, il avait gardé une chaleur immense, un sourire éclatant. C'est pour ça que j'aurais voulu une slide, parce qu'il a un joli sourire qu'il gardait en permanence. Il travaillait comme un fou, mais il rigolait. Il était extrêmement chaleureux. Une chaleur et une énergie que Philippe Aghion partage parfois. Voilà. Ça, c'est le sourire de Pierre, qu'on a tous connu, que ses étudiants ont connu, qu'on a tous connu. Il est venu étudier à Paris en prépa scientifique, jeune, puis il a viré vers l'économie et la philosophie. Il s'engage dans ce qu'il a appelé plus tard les utopies mobilisatrices des années 60, donc il s'engage contre la guerre d'Algérie, contre la guerre du Vietnam, et il découvre l'Amérique latine aux côtés d'un personnage extrêmement charismatique qui avait été Celso Furtado, qui avait été ministre de la planification au Brésil, qui a été exilé au moment des colonels, privé de ses droits civiques, et qui est venu en France, où il avait fait sa thèse à l'Université de Paris, c'était pas encore Paris 1, enseigner pour une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'il puisse revenir au Brésil, enseigner une conception du développement liée, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la CEPAL, qui était une sorte de conception qui était un peu marxiste, un peu keynésienne, un peu je ne sais pas quoi, enfin cette conception de Raoul Prebisch, des gens du développement de l'époque. Donc Furtado a donné des cours aux hautes études et à l'Université Paris 1 pendant des années. Pierre découvre l'Amérique latine avec lui, devient son assistant et a toujours dit qu'il le considérait, je cite, comme un maître à penser. Donc Furtado a été extrêmement important pour lui. L'agrégation le conduit, il passe d'abord deux thèses. Il passe deux thèses, à l'époque on écrivait deux thèses. Une thèse intitulée « Les limites de l'accumulation du capital dans les économies semi-industrialisées » sur l'Amérique latine, et une autre thèse sur la double détermination du salaire chez les néo-cambridgiens, donc sur John Robinson, Nicolas Kaldor, l'école de Cambridge. Et là on a les trois piliers de ce qui va constituer son cadre théorique pour l'économie du développement: Marx, les Cambridgiens et la CEPAL, c'est-à-dire cette voie social-démocrate engagée pour l'Amérique latine. Donc dans ce cadre théorique, il va commencer à écrire très vite, il passe l'agrégation, il passe un an au Gabon après l'agrégation, mais ça lui donne une perspective sur un autre continent, il revient très vite à l'Amérique latine, et il va développer très vite, dans ce cadre théorique, son travail sur l'inflation, la financiarisation, les inégalités, la pauvreté, la drogue, la violence civile armée, sur les économies d'Amérique latine. Il n'aimait pas le terme sous-développement, et il va rejeter l'idée d'économie sous-développée, en développement, émergente, semi-industrialisée, et préférer parler de l'idée d'un autre développement qu'il caractérise notamment par une diffusion très rapide, imposée de l'extérieur au moment de la colonisation et après,
des relations marchandes. Et donc, c'est notamment dans ce cadre-là qu'il va développer, avec Gilberto Mathias, qui sera un de ses co-auteurs, l'idée de salarisation incomplète. On ne peut pas travailler, selon lui, en Amérique latine sans penser à la fois les relations marchandes et le secteur informel, qui, comme vous le savez, est très important en Amérique latine. Très vite, il est traduit et reconnu dans toute l'Amérique latine, à la fois hispanophone et lusophone, c'est-à-dire le Brésil et les autres pays d'Amérique latine. Il commence à voyager. Il dévore les romans d'Amérique latine jusqu'à la fin de sa vie. Il avait toujours des romans sud-américains sous la main. Il disait, il faut absolument que tu lises ci, que tu lises ça. Et il disait que ses thèses sur l'Amérique latine se nourrissaient aussi beaucoup de cette littérature. Il travaille, il fait des enquêtes auxquelles il participe, avec des économistes, mais aussi avec des géographes, avec des anthropologues, avec des sociologues. Il voyage au Brésil, en Argentine, au Chili, pas tellement au Mexique, en Colombie. Et après, il va devenir un expert sur le développement. Il va voyager au Timor, au Canada, au Portugal, au Venezuela, en Tunisie, au Maroc, au Chili, à Malte, en Égypte. Entre deux voyages, et ça, il a toujours dit que c'était extrêmement important, il se nourrit du regard porté sur l'Amérique latine par les exilés politiques qui étaient nombreux. Il y avait beaucoup de dictatures dans ces années-là en Amérique latine. Et donc, il voit les exilés politiques et il s'intéresse à la manière dont eux pensent, à partir de la France, ce qui se passe économiquement, socialement, politiquement dans leur pays et ce qui a pu, ça peut nous servir aujourd'hui avec les nouvelles de la nuit, ce qui a pu conduire à l'émergence de gouvernements d'extrême droite ou de gouvernements autoritaires. Ces deux cadres de départ, Marx et Cambridge, et là c'est pâle, là c'est Marx et Cambridge, vont très vite le conduire à critiquer ce qu'il appelle la théorie économique dominante, standard, mainstream, je ne sais pas très bien comment l'appeler, qu'il considère d'une part comme une très utile boîte à outils. Toute sa vie, il a travaillé sur les statistiques, il a utilisé les statistiques, il était abonné à toute une série de sources de données sur l'Amérique latine. Mais il dit d'un côté, c'est une merveilleuse boîte à outils pour les statistiques, de l'autre côté, il y a une forme d'hubris, disait-il, de cette théorie standard qui fait qu'ils ne réfléchissent pas, il n'y a pas de réflexivité sur comment sont produites ces statistiques, comment on peut les utiliser. Donc il disait, les statistiques c'est très bien, mais il faut réfléchir, il faut un cadre théorique. Et de là, une production extrêmement prolifique qui va se décliner en cas que je vous propose de décliner en 4 grands volets. D'une part, des ouvrages théoriques généraux sur la valeur, sur l'inflation, sur la théorie de l'économie politique, sur l'État, sur la théorie de Marx. Deuxièmement, des analyses du développement, du sous-développement, il a employé ce terme dans un de ses premiers ouvrages, de l'autre développement en Amérique latine, sur le rôle spécifique de l'État surdéveloppé, sur le rôle du secteur informel, sur la dollarisation, sur la financiarisation croissante des économies sud-américaines, sur le néolibéralisme évidemment, et sur les conséquences sociales, politiques et en termes de violence sociale et de drogue, sur le processus d'émergence, qu'est-ce que c'est que ces économies qu'on appelait d'émergence, sur ces contraintes, sur ces impasses, sur les rouages du couple autoritarisme-paternalisme. Troisième grand volet qui donne son éclairage à ce qui précède, les inégalités. Les inégalités, leurs mesures, la pauvreté, toujours en Amérique latine. Et donc, l'idée est que le regard qu'il porte sur l'Amérique latine est d'abord un regard qui est concentré sur la question des inégalités et comment il s'agit d'expliquer ces inégalités beaucoup plus fortes en Amérique latine qu'en Europe. Donc, les inégalités, leur convergence, leur divergence. Il va aussi comparer les inégalités en Amérique latine avec les inégalités en Asie, les résistances, la résistance de ces inégalités aux politiques sociales et leur lien, évidemment, il disait que c'est son hobby, leur lien avec la drogue et la violence civile. Et puis enfin, une dernière série de textes au moment de la pandémie, donc très récemment, sur la crise récente de la pandémie, ses conséquences économiques, sociales, politiques et religieuses. Pierre Salama a toujours été un homme de collaboration, d'amitié et de collaboration, d'abord avec Jacques Vallier, avec qui il signe toute une série de
d'ouvrages et avec qui il fonde la revue Théorie critique de l'économie politique, avec qui il écrit plusieurs ouvrages. Un ouvrage sur l'économie politique, 70 000 exemplaires tirés en France, 40 000 exemplaires en espagnol. Ce sont des chiffres que peu de nos collègues atteignent aujourd'hui. Il a cofondé et dirigé un groupe de recherche qui s'appelle le GREAT. On n'a pas idée d'avoir un acronyme pareil. Je regrette qu'il ne soit plus là pour lui dire quand même, c'est pas possible. Groupe de recherche sur l'État, l'internationalisation des techniques et le développement, impossible à prononcer. Il a animé comme directeur scientifique la revue Tiers-Monde, dont il a largement ouvert les colonnes à des articles de sociologues, d'anthropologues, de géographes sur la nature de l'État, les cartels, les phénomènes d'hyperinflation. Et il a coécrit avec les spécialistes de gauche, si j'ose dire, du développement de l'époque, Gilberto Mathias, Jean-Luc Dallemagne, Bruno Letier, Michel Chiret, Jean Cartier-Bresson, Philippe Hugon, Blandine Détrumeau, Aïe Octran ou Elena Hirata. Pierre Salama a ainsi ouvert une série de nouvelles pistes de recherche en économie du développement. Un cadre plus proche des leçons de Furtado, de Raoul Prebisch et de la CEPAL sur le développement, dans cette tradition institutionnaliste qui illustre bien, à mon avis, les travaux d'Albert Hirschman, la trilogie d'Hirschman sur le développement qui parlait de rationalité cachée, qui critiquait beaucoup la théorie standard du développement. Une approche résolument comparatiste, ce qui donnait de l'imagination aux chercheurs, disait-il, pluridisciplinaire, pluraliste dans ses méthodes, je vous le disais. Il utilise à la fois les données statistiques, les cadres théoriques, les entretiens, les enquêtes. Un ancrage des développements théoriques dans une perspective toujours centrée, je le disais tout à l'heure, sur la question des inégalités, de la pauvreté, de la violence, une volonté faite de pragmatisme et d'utopie, les deux allant ensemble, d'analyser les rouages politiques et sociaux, les rouages des politiques économiques et sociales dans les pays du Sud en général, mais toujours à partir de l'Amérique latine. Pascal Petit, je crois, parlera tout à l'heure des qualités de pédagogue de Pierre. J'ajouterai pour conclure qu'entre deux voyages, plusieurs honoris causa, dont 2 au Mexique, la réédition de ses nombreux textes, l'écriture de ces livres que j'ai évoqués, la relecture des traditions, de très nombreux articles, les rapports d'experts, notamment auprès du Conseil de l'Europe. Il faisait des mathématiques, il apprenait le chinois avec une jeune fille qui est ici. Ou avec sa sœur, c'est avec toi je crois, avec une jeune fille qui est ici. Il dessinait beaucoup, il y a eu des expositions de ses dessins. Il se passionnait pour les tourments et les volte-face de tous les pays latino-américains. Il était abonné à une série de journaux par Internet qui donnaient les nouvelles économiques et politiques de la plupart des pays sud-américains. Et donc, il va beaucoup nous manquer. Voilà. C'est intimidant parce qu'après ce feu d'artifice très humbling, comme on dit en anglais. Bon, voilà, je vais juste, moi, c'est une expérience très personnelle. Donc Pierre et mon cousin Germain, nos mères étaient sœurs. Donc j'étais très proche de Pierre et j'avais une énorme affection pour ma tante Juliette, qui était une femme adorable. Voilà, je pense beaucoup à elle aussi. Et donc, mais il a été beaucoup plus pour moi qu'un cousin, il a été un mentor et un guide. C'est d'abord à lui que je dois d'être un enseignant-chercheur en économie. Au milieu des années 70, je militais au Parti communiste, avec chevillé au corps ce besoin de mieux comprendre le monde pour mieux le transformer. Et je voyais des hommes politiques, à droite, à gauche, tenir des raisonnements tous apparemment logiques, mais qui les conduisaient à des conclusions diamétralement opposées. Et donc, comment savoir qui avait raison et qui avait tort? Et donc, j'ai été voir Pierre, et Pierre m'a dit, tu sais, je crois qu'il faut que tu apprennes un truc qui s'appelle l'économie, il faut que tu prennes des cours d'économie.
Et en fait, Pierre avait un DUG, enfin un programme où tu pouvais faire les 2 premières années en 1 an quand tu avais déjà fait l'équivalent d'un DUG. Donc j'avais fait des études de maths, j'avais l'équivalent d'un DUG en maths, et donc j'ai pu m'inscrire à Paris 1 avec lui. Et donc c'est ainsi à Tolbiac, en fait, au cours de l'année académique 76-77, que j'ai découvert un pédagogue de génie, un tribun capable de tenir en haleine un amphi de 400 personnes pendant plus de 2 heures sur des notions, des raisonnements, des controverses fort sophistiquées et souvent cryptiques de prime abord. Par exemple, immédiatement, Pierre nous a plongé dans la Cambridge Critique. Tu avais les modèles de croissance de Robert Solow, avec du capital, mais le capital est quelque chose de très agrégé. Et John Robinson et d'autres avec elle disaient, mais le capital, c'est des biens, ils ont des prix. Et donc, si tu fais varier le taux d'intérêt, par exemple, tu affectes ces prix relatifs. Et donc, quand tu as des prix relatifs, tout peut partir dans le décor et tu ne peux plus rien dire. Et c'est vraiment Pierre qui m'a fait découvrir ce débat. Et en fait, il y a eu peu de travaux là-dessus. Il y a eu des travaux d'Emmanuel Fary, en fait, qui a repris le flambeau parce que c'est un truc de très compliqué. Il faut savoir faire de l'agrégation. Et voilà. Qui ça ? Oui, voilà. Et donc, on a été plongé immédiatement dans quelque chose de très important. Et évidemment, c'est à cette occasion que j'ai entendu pour la première fois de ma vie parler de Paul Samuelson et Robert Solow, qui par la suite sont devenus des collègues au MIT. Voilà. Et Solow qui a joué un rôle très important dans ma vie. Donc c'est curieux. Et le nom est apparu avec Pierre. Et Pierre est un précurseur dans ma vie. Voilà. Après, on commençait avec la critique de Cambridge. On faisait le modèle néoclassique et la critique de Cambridge. Et après, on passait à SRAFA. Et production of commodities with commodities. En fait, tu fais de la diagonalisation de matrices, mais tu le fais en mots, quoi. C'est très beau, parce qu'après, quand tu fais de la diagonalisation de matrices, tu vois que tu peux faire ça en 3 pages. C'est comme l'avantage des maths. Mais quand tu ne le fais pas en 3 pages, tu as besoin d'un livre entier qui s'appelle Production of commodities with commodities pour diagonaliser ta matrice. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est Leontief, c'est toute la branche SRAFA est une branche très importante. Et après, tu arrives à Marx. Et tu arrives à Marx. Et en fait, Pierre, à ce moment-là, nous donne vraiment les clés pour lire et comprendre Le Capital. Le Capital est une œuvre majeure. Et c'est une œuvre qui a donné des prix Nobel, en fait, d'économie. Si on y pense, le livre 1 du Capital, c'est la théorie de l'exploitation. Mais la formalisation moderne de la théorie de l'exploitation, c'est la théorie des contrats incomplets. Et la théorie des contrats incomplets a donné le prix Nobel à Oliver Hart en 2016. Le livre 2 de Marx, c'est la partie srafayenne, et ça donnait le prix à Leontief. Et puis là, le livre 3, c'est Schumpeter. Lui, il n'a pas eu le temps de l'avoir, mais bon, voilà. Mais les idées sont quand même très importantes. Et le livre 3 du Capital, c'est le précurseur de Schumpeter. Et si vous voulez, Althusser, par exemple, avait écrit un livre qui s'appelait Lire le Capital, mais c'est incompréhensible. C'est plus dur de lire Althusser que de lire le Capital. Je ne sais pas si vous avez jamais essayé de lire Althusser. J'y arrive pas. Hein. Donc, par contre, Pierre, c'était lumineux, quoi. Tu pouvais comprendre le Capital. Et moi, j'ai même été dans des écoles du Parti communiste où on essayait de nous apprendre le Capital et les gens planchaient. Et moi, j'arrivais, je dis, mais moi, je vais tout vous expliquer parce que j'ai eu le cours de Pierre Salama. Et alors là, tout est clair. Et je me rappelle avoir fait cours moi-même à l'école d'un mois du Parti communiste en 77. Et le prof était nul, il comprenait rien. Et j'avais, moi, refait du Pierre Salama. Et tout le monde était ravi. Et c'était des ouvriers, des syndicalistes, le président de l'UEC de l'époque qui était là. Il disait, mais explique-nous. Ben, c'était du Pierre Salama. Et tout d'un coup, lire le Capital devenait lumineux. Voilà. En fait, c'est parce qu'en fait, la découverte du Capital à travers Pierre fut vivante et ouverte. Et en particulier, Pierre avait compris, avant d'autres économistes marxistes de sa génération, que la valeur d'un bien ne pouvait se ramener simplement à la quantité de travail nécessaire à sa production, et que l'offre et la demande jouaient également un rôle. Depuis, et c'est le cas en particulier des 3 prolongateurs de Marx que j'ai mentionnés, Oliver Hart, Leontief et surtout Schumpeter, on a compris qu'il fallait franchir le pas et carrément abandonner la théorie de la valeur travail pour reformuler de façon cohérente, pour ensuite les approfondir, les grandes idées du Capital, parce que c'est un livre absolument majeur. Pour savoir que vraiment Pierre, c'est quelqu'un qui... Donc d'abord un esprit extrêmement clair et conceptuel, très clair, mais c'est quelqu'un également qui a cru très vite dans le nécessaire dialogue de la théorie et de l'empirique. Pierre, il croit dans les données. Pierre, il va regarder les données.
Et il n'y a pas juste la théorie, quoi. Il y avait Benetti, il y avait d'autres économistes marxistes de son époque, mais Pierre, ce qui le distinguait, c'est que lui, il allait voir les données. Il dit, mais ça marche pas. Donc il avait vraiment cette idée du va-et-vient entre la théorie et l'empirique qui, moi, m'a forgé, évidemment. Il a formé et influencé beaucoup de gens dans France et dans le monde. Je me suis rendu compte depuis son décès, par exemple, quand j'ai informé mes amis du cercle des économistes, Lorenzi et tout le monde, mais ils ont tous été formés par Pierre. Moi, je ne savais pas. Tout le monde est... Mais Pierre a eu une influence énorme en France. Plein de gens ont été formés directement ou indirectement par Pierre. Et alors, n'en parlons pas de l'Amérique latine, puisque j'ai su, après, en allant à Harvard ou ailleurs, j'ai vu beaucoup d'économistes latino-américains. Et évidemment, Pierre est un héros absolu au Mexique, au Brésil, en Argentine, au Chili. Enfin, c'est-à-dire, le nom de Pierre, c'est une icône. Donc voilà. Donc Pierre est quelqu'un qui a eu, en fait, énormément d'influence en France et mondialement, directement et indirectement. Alors après, ce besoin de sans cesse explorer et comprendre de nouvelles choses explique en partie cette juvénité de Pierre qui a conservé jusqu'au bout. Pierre, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui dit, moi, jusqu'au bout, je veux découvrir, je veux apprendre, d'où ce côté juvénile qu'il a gardé, et c'est le secret, quoi. Et il se remettait en question. Pierre n'est pas le contraire d'un dogmatique. Il se remettait sans arrêt en question. Et je ne veux pas rester trop longtemps. Une curiosité qui allait bien au-delà de l'économie. Je garderai toujours en mémoire ce voyage à New York que nous avons fait en juillet 78 avec Jeanne-Marie et donc, tu les as mentionnés, Gilbert et Elena. Et c'était ma première visite de la ville debout, comme la surnomme Louis-Ferdinand Céline. Et il n'y a rien de tel que découvrir un endroit comme New York avec Pierre. Pierre, il voit tout autrement, il a son regard. Et par exemple, quand j'ai découvert le MoMA et l'art moderne, c'est à travers Pierre. J'avais un père marchand de tableaux, il aurait dû tout m'expliquer sur l'art moderne, mais mon père, dès que je lui demandais, il me dit « Oh non, c'est trop compliqué », il n'avait pas la patience. Et quand tu découvres l'art moderne avec Pierre, tout d'un coup, tu comprends, tout prend place, tu vois l'arbre généalogique de l'art moderne, et tout d'un coup, tu comprends tout. Et depuis, c'était l'expérience fondatrice. J'ai pu peut-être retourner à mon père, dire « Maintenant, je comprends ci, je comprends ça ». Mais c'était vraiment découvrir les choses à travers les yeux de Pierre. Et c'est avec Pierre également et Jeanne-Marie que j'ai découvert le Cambridge, Massachusetts, le campus d'Harvard. On a logé dans un Holiday Inn qui est devenu depuis un bâtiment pour étudiants à Harvard. Et moi, j'ai habité sur le campus pendant 15 ans. Et j'allais tous les dimanches faire une ronde en passant devant l'hôtel où nous avions passé Et donc je pensais chaque semaine à Pierre et Jeanne-Marie et Gilbert et Elena dans l'hôtel où nous avions invité qui s'était transformé. En fait, si vous voulez, donc vraiment, Pierre a été absolument fondateur, mais il a influencé beaucoup de monde. Et puis il est un modèle d'économiste, un modèle de ce que l'économie doit être. Et au total, beaucoup de ce qui fut et continue d'être ma vie est étroitement associé à Pierre et à l'exemple qu'il fut pour moi, une passion pour la recherche qui ne s'arrête jamais, une façon d'enseigner l'économie à travers le débat et la controverse et ce dialogue entre empirique et théorie, et un goût prononcé pour les mauvaises blagues et l'humour noir, partout et en toutes circonstances. Pierre me manque terriblement, mais en même temps il demeure très vivant, car tout me le rappelle sans cesse. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon. Bonjour à tous. Je prends la parole avec un peu d'émotion, bien entendu, et puis surtout, je vais dire que après les deux exposés qu'on a entendus, il est très difficile d'ajouter encore un peu de valeur aux propos. Et donc, je vais suivre un peu la suggestion que m'a faite Annie, qui est de commencer par rappeler ce que Annie a nommé l'histoire croisée entre Pierre Salama et moi. Donc ça, c'est un peu plus personnel. Et puis, l'œuvre de Salama, on ne peut pas la résumer en 5 minutes. Alors, je vais juste piquer 4 ou 5 mots-clés que je vais commenter. Alors, Pierre et moi, nous avons eu quelques simultanéités, je vais le dire comme ça, dans nos carrières académiques. Alors, on s'est croisés la première fois comme enseignant à Paris 1. Donc, lui, il était déjà maître assistant, je crois. Moi, j'étais un jeune assistant. Et puis, on se rencontrait au séminaire AFT à Lyon. Là, c'était en matière de recherche. Et ensuite, comme l'un et l'autre, on avait un peu l'esprit critique développé, on a, alors, c'est pas milité, mais on a participé aux activités de l'ACCESS, qui veut dire en substance l'Association pour la critique des sciences économiques, voilà, et sociales. Et ça ne nous a pas empêché, malgré tout, de passer ensemble et de le réussir le concours d'agrégation en sciences économiques la même année. Et je me souviens que j'ai emmené Pierre dans ma voiture au ministère pour recevoir nos affectations à nos
premier poste de professeur agrégé. Voilà. Ensuite, dans les années 80, la vie nous a un peu séparés. Pierre était revenu en France après un séjour en Martinique ou en Guadeloupe, au Gabon. Et moi-même, j'étais à Grenoble. Donc, on s'est quand même retrouvés parce que l'un et l'autre, on a enseigné simultanément à l'IEDES, l'Institut d'études du développement économique et social de Paris 1, où nous avons côtoyé en permanence Charles Bettelheim, Argueré Emmanuel, Marie-France Lériteau, Bruno Lautier, je ne vais pas faire toute la liste. Voilà. Donc, dans une ambiance assez critico-marxiste, pour le dire comme ça. Voilà. Et alors, nous avions un intérêt réciproque pour nos thèses de doctorat. C'est-à-dire, moi, j'avais lu celle de Pierre. Je crois qu'il avait lu la mienne, ou les miennes, en fait, puisqu'on en faisait deux. Et il a eu la gentillesse de publier plusieurs de mes articles quand il était le responsable de la revue Tiers-Monde, bien que je ne sois pas un spécialiste du Tiers-Monde a priori, mais le modèle d'industrialisation soviétique qui avait été transposé dans certains pays du Tiers-Monde l'intéressait bougrement. Alors, je dois aussi à Pierre Salama d'être allé au Brésil. Je suis un spécialiste des pays de l'Est, comme on dit. Donc, qu'est-ce que je vais faire au Brésil? Voilà. Alors, en effet, il avait recommandé mon nom au PNUD et à l'UNESCO, c'est-à-dire des agences de l'ONU, pour que je sois consultant auprès du CNPq, c'est le CNRS brésilien, et pour que j'enseigne à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Et bon, tout ça fait que j'ai un peu connu le Brésil et qu'en 1990, nous avons été invités ensemble par celui qui était le ministre des Finances à l'époque, Carlos Luis Bresser Pereira, pour essayer de lui dire quel serait le futur du commerce extérieur du Brésil suite à la chute du mur de Berlin. Voilà. Donc on s'est retrouvés là, à cette occasion. Et puis, je terminerai sur cet aspect un peu personnel en disant que je regrette ou que malheureusement, j'ai découvert sur le tard que Pierre Salama avait un intérêt beaucoup plus universel que les seuls pays d'Amérique latine. Voilà. Alors, comment j'ai découvert ça? Enfin bon, il était un spécialiste très reconnu du sous-développement, des pays semi-industrialisés d'Amérique latine, mais j'ai découvert, donc en 2000, un peu avant, mais disons ça s'est concrétisé en 2010, le fait qu'il était intéressé par, en fait, tout le tiers-monde. Et ceci s'est matérialisé dans la création d'un séminaire BRICS. Alors BRICS, je ne commande pas, je pense que vous savez ce que c'est, qui a été lancé en 2010 et dont Pierre Salama a été l'un des animateurs. Et là, j'ai constaté qu'il s'intéressait aussi aux 4 RICS, parce que le Brésil, c'était sa vie, mais Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ça l'intéressait beaucoup. Et puis, par extension, qu'il était très intéressé par les pays dits émergents, qui étaient pour la plupart des pays d'Asie, qu'il travaillait sur l'économie de la Chine et sur le commerce extérieur de la Chine en général et avec l'Amérique latine en particulier, donc que son spectre était beaucoup plus large que celui que je lui connaissais au départ. Et d'ailleurs, mes dernières rencontres de visu avec Pierre Salama se situent dans le contexte de ce séminaire BRICS où j'ai été invité à présenter quelques papiers. Et je me souviens en particulier d'une séance de ce séminaire qui a été organisée en 2017 à Montpellier, c'est près de mon lieu de retraite et de résidence, et qui s'était terminée par un très agréable repas pris ensemble. Alors j'arrête sur les rubriques personnelles. Alors sur le fond, on pourrait parler des œuvres de Pierre Salama. J'ai choisi 4 mots-clés. Économiste, marxiste, critique. Alors je vais un peu répéter ce qui a déjà été dit, hein, hélas. Répartition salaire-profit. Inflation inertielle et dollarisation. Je vais les commenter plus ou moins longuement selon. Alors Pierre Salama a fait partie, dans les années 1970-80, de toute une génération de jeunes économistes marxistes, dont certains sont aujourd'hui disparus, et tous sont beaucoup moins lus et publiés qu'à l'époque. Ils ont disparu au moins à ce sens. Voilà. Et alors, je crois que Carlo Benetti a déjà été cité. Je citerai Jean Cartelier, Christian Palois, Michel Aglietta, Philippe Herzog, Alain Barrère, Guylain Deleplace, Gérard Duménil, Dominique Lévy, Bernard Chavance. Et plus proche de Pierre, il y avait en effet Jacques Vallier et Jean-Luc Dallemagne. Alors, tous ensemble, mais Pierre a apporté sa pierre à ce monument, si je puis dire,
tous ont entrepris une relecture de Marx et ont essayé, alors pas d'aller dans le sens d'Althusser comme tu le signalais, mais d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire d'en donner une représentation claire et pédagogique. Et à tel point qu'ils sont parvenus pour un temps à faire de l'économie de Marx un enseignement propagé dans de nombreuses universités françaises et étrangères où il y avait un cours sur Marx, ou en tous les cas un cours où on parlait beaucoup de Marx. Alors, comparé à d'autres collègues marxistes, mais là c'est peut-être un point de vue plus personnel, j'ai l'impression que Pierre Salama a donné beaucoup plus d'importance que certains de ses collègues marxistes aux livres 2 et 3 du Capital, c'est-à-dire à la circulation, la répartition et le processus d'ensemble, ce qui permet de rejoindre un peu la classification qu'a proposé Philippe, et peut-être un peu moins que d'autres à la production. Mais bien sûr, il a tout étudié. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, mais Philippe l'a déjà plus ou moins dit, il n'a pas écarté la formalisation mathématique de l'économie de Marx. Il s'en est servi dans ses premiers ouvrages, mais son passé scientifique explique cela. Et puis le troisième point que je voudrais souligner davantage, c'est que Pierre s'est appliqué à critiquer les contradictions et les limites, comme on disait à l'époque, de la théorie néoclassique, en s'appuyant sur les controverses qui parcouraient cette théorie à cette époque. C'est-à-dire des controverses entre Samuelson, Solow, Baumol, Uzawa, Bronfenbrenner et d'autres. Donc il a critiqué en particulier le concept de capital des néoclassiques, qui était une sorte de gelée malléable. Voilà. Et il a critiqué aussi le fait que la répartition des revenus était endogène à la fonction de production. Il a rejoint les néo-cambridgiens sur la critique de cette fonction de production, c'est-à-dire Sraffa qui a déjà été nommé, Garignani, Passinetti, Badouri, Harcourt et quelques autres. Bien que ces économistes néo-cambridgiens aient mis l'accent sur la répartition salaire-profit. Mais il les a quand même critiqués. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ne tenaient pas compte de l'exploitation et du taux d'exploitation. C'est-à-dire, eux, ils ne tenaient pas compte du volume 1, pour le dire comme ça. Voilà. Et donc, ils étaient incapables d'aborder et évidemment de résoudre un problème qui taraude tous les marxistes, qui est la transformation de la valeur en prix chez Marx. Voilà. Alors que lui, il était très bon là-dessus. Les contrats incomplets, ils te donnent une solution. Oui, alors, oui. Santé, c'est pas la valeur je n'ai pas entendu Pierre dire ça, mais je te laisse la paternité de cette idée. Voilà. Donc, évidemment, il voyait quand même une limite dans l'approche du capitalisme par les théories que j'ai mentionnées. Quant à sa théorie sur le sous-développement, elle trouve naissance dans le premier ouvrage qu'il a publié, Le procès de sous-développement, publié en 1972, et qui là encore part d'une critique de Lewis, Ranis et Fay, c'est-à-dire des néoclassiques, puis va vers les économistes de la Commission économique pour l'Amérique latine, c'est-à-dire la CEPAL, qui est une agence de l'ONU, qui avait des économistes plutôt de gauche, ça a déjà été dit, mais il les critique et il poursuit sa critique des néo-cambridgiens, Gene Robinson, Nicolas Kaldor et Paolo Silos-Labini notamment. Alors, sur la répartition salaire-profit, et une autre chose qui était importante dans l'analyse de Pierre, c'était la répartition de la plus-value ou du profit global entre les capitalistes, et il liait les deux, évidemment. Ça, c'est essentiel chez lui. Alors, il a bien sûr cherché à faire une construction complète. Donc, il a intégré dans son analyse le progrès technique qu'il appelait capital using. Peut-être faut-il le dire labor saving, je ne sais. Mais ça renvoie en tous les cas au problème de prix relatif du capital et du travail que Philippe a évoqué tout à l'heure. Et il a fait ça en plein débat sur le re-switching des techniques, c'est-à-dire le retour en arrière sur des vieilles techniques qui animaient la critique néo-cambridgienne des néoclassiques. Mais le progrès technique, ça ne suffisait pas pour lui. Et il avait probablement raison, puisqu'il avait une deuxième, je vais le dire d'une façon absolument pas correcte, il avait une autre variable exogène qui était la lutte des classes. Il y avait le progrès technique, mais il y avait la lutte des classes. Et il pensait qu'il fallait absolument avoir les deux pour expliquer la répartition. Voilà, le progrès technique, la lutte des classes. Alors, cette analyse a été étendue aux pays d'Amérique latine, ça a déjà été dit, je n'y reviens pas. L'autre point de la pensée de Pierre Salama que je voudrais souligner,
c'est qu'il a certainement influencé de très nombreux économistes latino-américains, y compris le professeur avec qui il travaillait, Celso Furtado. Il y a eu une communication à double sens, me semble-t-il, mais jusqu'à des économistes brésiliens que moi j'ai eu la chance de rencontrer ensuite, comme Maria da Conceição Tavares ou Carlos Luis Bresser Pereira, ou Luis Carlos Bresser Pereira. Une minute. Alors, bon, et dans ce cadre-là, il a été influencé par une théorie de ces économistes, qui est la théorie de l'inflation inertielle, qui explique l'inflation par les luttes de partage pour le salaire et le profit. Et la dernière chose que je dirais, tout ça l'a entraîné vers d'autres thèmes qui ont déjà été évoqués. J'en évoquerai encore un qui est la dollarisation. Il a consacré un petit ouvrage à la dollarisation qui était précurseur en 1987. Alors dollarisation, vous pouvez l'entendre en trois variantes. La dollarisation de l'économie informelle, par quoi elle commence. Puis ensuite, de voir qu'il y a un ancrage de la monnaie locale sur le dollar. Puis enfin, on arrive, comme en Argentine, au currency board, c'est-à-dire une caisse d'émission monétaire. Alors, j'ai conscience d'avoir été absolument incomplet sur tout ce que j'aurais voulu dire en mémoire de Pierre. Pour terminer d'une phrase, je garderai de Pierre Salama l'image vivante d'un orateur enthousiaste, brillant, pédagogue et entraînant ses auditeurs à l'action ou vers l'action. Voilà, bien, il semble évident que je ne peux pas ajouter grand-chose à tout ce qui a été dit. Je connais Pierre depuis assez longtemps, mes cheveux blancs le disent à peu près déjà. On s'est croisés dans pas mal de fois. J'ai toujours apprécié la qualité humaine des rapports et la façon dont son enseignement passait bien et ses chercheurs aussi l'appréciaient. Il y avait quelque chose de très vivant là-dedans. Alors, comment dirais-je, comment lui, il explique ça? Alors, je vais vous donner un peu une clé de lecture, si vous voulez revenir là-dessus. Il a publié en 2007, dans la revue Tiers-Monde, un parcours de vie d'un chercheur en économie, où il signale différents points qui font tout à fait écho à ce qu'il dit. Il dit, d'abord, j'ai eu deux chances. Je me suis engagé en politique parce que c'était les temps des luttes anti-impérialistes, Algérie puis Vietnam. J'insiste sur le temps des luttes. Ce n'est pas un choix personnel. Il y avait quelque chose de collectif là-dedans qui l'a boosté et boosté et qui a été déterminant. Il voulait lui aussi faire des maths, mais il s'est dit non, l'économie, ça me permettra de mieux suivre. Et permettra de mieux suivre. Alors pour permettre de mieux suivre, on a déjà signalé le maître à penser qu'il honore très largement dans cet article du Tiers-Monde de juillet-septembre 2007, Celso Furtado. Je reviendrai dessus. Et à la période, connaître Furtado et le monde des réfugiés politiques. Il y a là quelque chose d'important qui même me pose problème, et pas pose problème, mais donc j'aurais aimé discuter avec Pierre, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il apprend beaucoup de ces réfugiés politiques, mais c'est d'abord une catégorie de réfugiés. Ce sont nos collègues ou intellectuels ou des gens qui ont déjà des visions ou des analyses sur les pays. Il y a un moyen d'échange qui est plus simple que le vrai. Il y avait un engagement à la Ligue communiste qui a été largement rappelé. Premier pas avec Mars et Robinson Cambridge. Là, on croise un peu les chemins du régulationniste que j'étais, beaucoup plus dans les institutions et aussi avec des penchants pour ce que développaient Robinson et Cador. Il y avait un regard extérieur donc, sur l'Amérique latine, une comparaison des forces et de l'analyse comparative très rapidement. Et d'emblée, sa thèse et les conférences d'IEDES, comme tu l'as rappelé, ont eu beaucoup de succès. Il y a une qualité de pédagogie, mais avec la thèse, on dépasse la pédagogie. C'est toujours un peu ardu. Et c'est une thèse qui s'est bien vendue, si je puis dire, qui a été parfaitement diffusée, etc. Oui, processus de développement. Au début des années 70, pour montrer le caractère volontariste, ils vont visiter Maspero, Pierre Salama, Vallier d'Allemagne, en proposant de créer CEP. Et ça, d'emblée, était un succès. Donc il y a quelque chose qui dépasse les qualités qu'on donne aux pédagogues. Il y a quelque chose de fond qui explique que ça résonne bien. Et dans ce qui résonne bien, et je crois que c'est fondamental, il y a une certaine pluridisciplinarité. Une écoute des sociologues et des géographes.
Il dit quelque part que les anthropologues, mais c'est un peu loin les anthropologues. Et on va le voir très vite, que les anthropologues c'est un peu loin, c'est l'intermède africain qui est étonnant dans cet article. Il a, alors que vous voyez plein de compréhension, plein d'approches sur l'Amérique latine, avec cette base de départ, il n'a pas la même base de départ quand il part à Libreville, Congo, et là ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas à un point que je ne me serais pas permis de dire si c'était si ce n'était dans son article dit par lui-même. Hein. Il se fait rapatrier pour incapacité à s'adapter au terrain. À l'aéroport. Tu as été chercher à l'aéroport, oui. Donc c'est tout à fait étonnant par rapport à tout ce qu'on vient de dire que ça n'ait pas marché à ce point. Il avait le balandier dans la poche. Bah oui, le balandier. C'est bien dit. Une histoire marrante sur le Gabon, on va pas la raconter. Bon. Ben non, mais j'en aurais besoin quand même, parce que je ne la connais pas. Moi, je la connais que par l'article. Il revient en France, à Lille, qui est un milieu où il ne va pas faire d'implantation vraiment sur l'île. Il a ses collègues voyageurs, etc. Mais il remarque que les bidonvilles brésiliens sont très loin des problèmes lillois. Donc il va se replonger sur ces questions de développement et des travaux sur l'Amérique latine qui ont été amplement cités. Il passe à Amiens, un bon séjour, actif, bien réactif. Et puis il vient à Paris 13, Seine-Saint-Denis, en disant « je suis bien, Seine-Saint-Denis, je vais trouver des problèmes sociaux comme je les aime ». C'est un peu complexe à lire, etc. Mais je vais apprendre des choses. Je regrette de savoir ça, tout ça, etc. parce que j'aurais un peu plus mêlé Pierre à ce questionnement sur ce campus Condorcet qui se trouve en pleine Saint-Denis, où il y a du boulot, hein, c'est le cas de le dire, et il y a cette construction d'un dialogue avec les réfugiés divers, les réfugiés divers, depuis la guerre d'Espagne au moins, qui était à construire, et c'était la personne indienne. Et dans ses recherches sur le développement, il insiste sur l'ambiguïté des termes, sur le poids des cultures. Le poids des cultures. Hein. C'est pas forcément les catégories que nous sommes habitués en tant qu'économistes à manipuler. C'est pas en particulier les institutions en elles-mêmes, mais la façon même dont sont vécus les statuts de salariat, etc. Il va parler de salarisation incomplète, hein, ce qui va compliquer un petit peu les choses, même par rapport à la théorie des contrats. Autrement dit, c'est ce contrat social, mais ce contrat social qui est difficile et qui peut très bien, au fil du temps, au changement des techniques et surtout au degré d'intégration dans une économie globale, se subdiviser. On peut retrouver des divisions très, très locales. Hein. Faire de la politique ou aider la politique au Brésil, ça n'a jamais été simple et vous l'avez déjà largement évoqué. Donc ce développement des pays semi-industrialisés, cette notion de périphérie et centre, le poids de l'État dans ce jeu, il est extrêmement à la fois ouvert, curieux, et je crois qu'il y a dans cette interpellation des réalités une source de cette pédagogie en question. Pourquoi il est tant écouté? Pourquoi il va passionner les gens qui font des thèses avec lui? C'est parce qu'il transmet ce souci des réalités sociales qu'il y a derrière. Ils font de la géographie et de la sociologie pour économistes, où il valorise cette information et constamment il parle. L'information devient riche, mais attention à ce que les raisonnements ne soient pas plus pauvres. Et là, on voit arriver... il en parle hein, dans cet acte déjà. Il voit déjà arriver la grande transformation des circuits d'information. Là, on revient sur ta séance précédente, c'est-à-dire on va arriver à l'intelligence artificielle et autres. Et alors, il en parle, je vais le citer comme ça, mais c'est ces changements des rapports qu'il prend tout à fait à cœur et je trouve très sensé pour écouter ces pays en développement et découvrir ces incomplétudes. Là, on est maintenant sur Paris 13. Il y a eu la création du GREAT, qu'il appelle lui-même des petits soldats hétérodoxes portés par les problèmes du tiers-monde. C'est sa formulation, et je la trouve très belle. Et c'est face aux armées orthodoxes. Et il ajoute, et je trouve ça aussi très, très astucieux personnellement, mais les thèses orthodoxes ne sont pas à négliger parce qu'elles sont des vecteurs pris en charge par des acteurs sociaux. Dans la mesure où c'est un argumentaire utile par ça,
elles font partie de ces réalités, mais on doit le prendre avec ce regard critique. Et ça, cette bureaucratisation de la pensée est tout à fait intéressante. Et elle ouvre la voie à mieux comprendre aussi la manipulation que peuvent mettre les réseaux d'information sociaux, etc., dans tout ce déploiement, quoi. Donc il retrouve le débat politique qui l'intéressait dans cette analyse économique. Et il pose des questions, toujours dans le même article, sur la croissance est-elle bonne pour les pauvres ? Est-ce que croissance égale réduction des inégalités ? Et il voit qu'il faut pour cela d'autres façons de penser la globalisation. Quels sont les acteurs ? Tu disais les partis du capital, étrangers ou autres. Il y a des oses d'extractivisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les modes de vie qui sont implantés, la création de nouveaux besoins. Donc c'est un peu toute la richesse. Je ne sais pas s'il ne regrettait pas de temps en temps, parce que l'économie ne pouvait pas répondre à tout ça. Bon, je vais accélérer. Non, j'ai juste... Ça dépend s'il y a des questions. Ah oui. Alors, l'analyse du rôle de l'État est riche et difficile, c'est toujours lui. Richesse et pauvreté, sur lesquelles il insiste, doivent être analysées dans leurs relations intimes. Et je trouve ça plein de... C'est une belle portée, et c'est vrai, de voir dans quelle mesure l'accumulation de richesses, le dynamisme de certains secteurs passe par la paupérisation d'autres trucs. Le travail informel se comprend dans ces pinces-là, et je trouve que c'est une assez bonne approche. J'ai moins suivi la fin quand il s'est intéressé à l'économie de la drogue et de la violence, mais je pense que c'est le même regard sur ces structurations sous-jacentes de la société, permise par des échanges accrus. Par la financiarisation. Par la financiarisation, voilà. Voilà. Alors, après ça, je ne vais pas vous faire la lecture d'un autre article, mais je vous recommande de vous y référer. Moi, je suis retourné à celui qui reste jusqu'au bout, très important dans la pensée de Salama, c'est Celso Furtado. Et lui, il a publié dans... c'est présenté au Collège de France. Hein. Voilà, c'est la base d'une conférence au Collège de France en juin 1994 qui s'appelle « Retour à la vision globale de Pérou et Prébisch ». Excellent pour justement donner du concret à tout ce que je viens de signaler dans ces réalités sociales, ces évolutions, la façon dont la pâte sociale, l'État, etc. Donc c'est... Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est tout à fait important. Et j'avais un autre témoignage ou écho de cette même sorte d'interrogation, mais je ne vais pas le penser. Oui. La première, c'est « Dans la vie », c'est une citation, « Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions suivent. » Signé Saint-Exupéry. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un groupe de gauche là, qui le mettait en bas. Mais moi, ce que je voulais ajouter à tout ça, c'était un témoignage, mais rassurez-vous, chère présidente, je vais pas le faire, d'un travail de quelqu'un qui nous a quittés aussi récemment, Daniel Cohen. Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. C'est cette même interrogation sur ces transformations sociales qui accompagnent la croissance et qui ne nous permettent pas de raisonner trop mécaniquement avec un modèle d'industrialisation dont les bases sont trop anciennes. Et l'intelligence artificielle et les débats que nous avons sont aussi une pleine illustration de toutes ces transformations auxquelles Pierre était très attentif et dont on peut regretter qu'il nous ait quittés si tôt. Merci Pascal, merci à tous les trois. Alors j'espère que les quelques étudiants qu'on voit, on voit une petite brochette, c'est quoi? C'est un... Non, enfin oui, des étudiants de tous les âges. J'espère d'abord que ça vous donnera envie de vous intéresser au développement, parce que c'est formidable. Et dans cette perspective comparatiste, pluridisciplinaire, liant la théorie et les données, et donc il y a quelques articles et quelques papiers signés de Salama qui sont intéressants, mais vous pouvez aussi lire du Prébisch, du Furtado, toute une série d'auteurs du Hirschman, la trilogie d'Hirschman est formidable. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et sur toutes ces questions, sachant qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a fait sa thèse avec Pierre Salama, que je ne dénoncerai pas s'il n'a pas de questions à poser, est-ce que vous avez des questions ? Des commentaires ?
Quoi? Salama a-t-il inspiré les BRICS? Les briques. Les briques. Je comprends pas la question. Les BRICS ou les BRICS? Les 5 pays. Les BRICS? L'Amérique latine. Oui. Alors, évidemment, il y a un des BRICS qui me connaissait parfaitement par cœur, qui était le Brésil. Mais, comme je l'ai dit, j'ai été très, très surpris de son intérêt, qui date même d'avant la création du séminaire en 2010, mais qui s'est matérialisé là, par, en fait, beaucoup de pays du tiers-monde ou de pays en cours de sous-développement ou de développement. Et évidemment, en priorité, la Chine, mais également, il avait un questionnement sur la Russie, sur l'Inde. Et au début, le séminaire BRICS, qu'il animait très activement, fonctionnait surtout sur ces 5 pays, Afrique du Sud comprise. Puis peu à peu, on a ouvert. Moi, par exemple, j'ai fait une catégorisation de 12 autres pays émergents. J'imagine que là aussi, c'était son sang. Enfin, il était intéressé par ça. Donc, mais je ne crois pas qu'il ait... si votre idée est que les BRICS ont collectivement une stratégie, ce dont je doute personnellement, elle a été inspirée par Salama. En revanche, Salama, qui pourtant était un homme modeste, envoyait de temps en temps des unes de journaux avec Salama le héros. Salama fait une conférence où il posait à côté avec un sourire du type de celui que je projetais tout à l'heure. Il était extrêmement reconnu, pas seulement dans les groupes d'opposants ou d'hétérodoxes, mais c'était un des penseurs du développement en Amérique latine, célébré dans la plupart des pays d'Amérique latine, célébré de tous les côtés. Alors peut-être pas par Milei ou par Bolsonaro, mais dans les gouvernements raisonnables, c'était quelqu'un dont la parole comptait. Il y avait une chose que je voulais mentionner, une chose, c'est que évidemment, quand j'ai connu Pierre, on était tous à vouloir changer de système. Et on a évolué, un peu comme Henri Weber dans son Rebelle Jeunesse, hein, ou comme d'autres, différemment, à se dire finalement on peut changer de système, peut-être pas, mais essayer de changer le système, tu vois. C'est-à-dire de dire finalement l'économie de marché, ça, quand même, on a compris que l'économie planifiée, ça marchait moyennement, et que l'économie de marché, quand même, marchait, c'était mieux, donner plus de bien-être, de liberté, etc. Mais qu'évidemment, il fallait les conquérir, mais qu'il fallait s'inscrire dans ce cadre-là, plutôt, et d'essayer de faire évoluer le système, et d'essayer de faire un peu ce que les Scandinaves ont fait, ou d'autres. Et je crois que à des moments différents, moi-même, Pierre aussi, voilà, on a, comme Henri Weber l'avait fait ou comme d'autres, c'est-à-dire on s'est dit, ben voilà, il faut s'inscrire dans l'économie de marché, mais il y a le modèle américain d'économie de marché où le système social est épouvantable, le modèle scandinave d'économie de marché, un modèle social plus acceptable. On peut, à l'intérieur de l'économie de marché, essayer de réformer et d'aller vers la réforme, quoi. Et c'est quand même intéressant qu'il y a eu cette évolution-là, quoi. Et donc on parlait politique aussi avec Pierre récemment, et voilà, peut-être je pas monopoliser. Il y a une question. Alors, merci rapidement. Une question. Alors, bon, moi, effectivement, j'ai fait ma thèse avec Pierre Salama en 2003 et 2009. Et c'est d'ailleurs Pierre, après, par la suite, qui m'a poussé définitivement à faire de la recherche et de l'enseignement au Mexique. Alors, j'étais très content d'écouter tous ces témoignages sur Pierre. Et j'aimerais ajouter, c'est également une question, que parmi ces sources d'inspiration latino-américaine ou ces échanges, il y a eu bien sûr Furtado, qui est la figure majeure de la CEPAL, probablement avec Prebisch, mais aussi tous les échanges que Pierre a eus avec les théoriciens de la théorie marxiste de la dépendance dans les années 70, qui n'étaient pas nécessairement à la CEPAL et qui souvent étaient même opposés à la CEPAL. Et c'est d'ailleurs beaucoup, notamment dans la revue critique de l'économie politique dans les années 70 et 80, que beaucoup de textes de ces auteurs latino-américains ont été diffusés en France, traduits, discutés, et je crois que c'est cet aspect ou cette source d'inspiration des travaux de Pierre, en tout cas sur l'Amérique latine et même sur des sujets très théoriques comme les formes de l'impérialisme contemporaine en Amérique latine ou la question de la superexploitation de la main-d'œuvre dans le tiers-monde. C'est, en plus de tout ce qui a été dit, un aspect à souligner. Alors ma question serait, est-ce que dans vos échanges
avec Pierre. Et surtout, je pense à la mention que Pascal Petit a fait de cette revue critique de l'économie politique, ou peut-être des échanges que Pierre a eus avec vous sur, pas nécessairement les pays de l'Est, mais sur Marx en particulier. Et quelle était la place que Pierre donnait à des auteurs comme Marini, ou même comme Fernando Henrique Cardoso, qui après a eu sa propre évolution intellectuelle, mais qui dans les années 70 était également un pilier de cette réflexion marxo-dépendantiste. Oui. Oui. Je vous remercie. Je voulais souligner d'ailleurs que quand la qualité des relations humaines que Pierre savait entretenir avec le monde fait que on s'est senti obligé de faire très rapidement sur le campus Condorcet un hommage à Pierre Salama qui aura lieu le 7 décembre après-midi et où vous aurez, grâce à Internet, des échos de nombre d'économistes d'Amérique latine qui viendront y parler. Vous pouvez m'envoyer ou vous envoyer soit à la présidente et autres, ou même à Pascal Leméraire des échos. Vous lui demandez, je lui ferai suivre le lien qui vous permettra de suivre ces débats et de prolonger la session d'aujourd'hui très justement organisée, etc. 7 décembre. Samedi 7 décembre après-midi. Samedi 7 décembre après-midi. Vous aviez une question, madame? C'est pas une question, en fait, c'est une remarque. Pierre Salama, il était aussi dans l'action. Et ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'il était membre du conseil scientifique d'ATTAC. ATTAC, qui a quand même été un mouvement important en fin des années 90, donc issu de monde diplomatique, enfin, je ne me rappelle pas l'histoire. Mais je crois que c'est important de montrer qu'il n'était pas seulement un intellectuel, prof, etc., qu'il était aussi quelqu'un qui s'était engagé politiquement dans l'action et l'altermondialisme. Ça a été quelque chose de merveilleux, ça n'a pas duré longtemps. Mais voilà, il me semble que c'est quand même important à rappeler. Voilà, merci de le signaler parce que ça me permet de vous en dire plus sur la manifestation du 7 décembre. Il y aura 3 sessions, 3 tables rondes. Une sur les inégalités et pauvreté, dont on a déjà pas mal parlé. La deuxième sur justement la façon dont l'évolution des pays d'Amérique latine a été. Et la troisième, c'est justement l'implication, l'activité. Il y a ATTAC, il y aura un témoignage d'ATTAC. D'ailleurs, ATTAC a publié 3 pages sur là. Et il y aura toutes ces implications-là. C'est la 3e session de cet hommage du 7 décembre. Merci à tous.